Espace TV, le 22h. Vous êtes bien sur Espace TV, la première chaîne de télé en Guinée. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Les travaux de réparation du pont de l'Insan sont terminés. Il sera opérationnel vers le 14 août. C'est l'annonce qui a été faite ce lundi par le ministre des Travaux publics face à la presse. Moustapha Naïté réclame 32 millions de dollars pour faire face au problème des ouvrages de franchissement en Guinée. Les premiers convois pour le pèlerinage à la Mecque ont quitté Conakry. Tous les pèlerins ne semblent pas avoir la même chance. Beaucoup sont encore bloqués à la mosquée Faïsal. Certains n'auraient pas retrouvé leur nom sur la liste et d'autres n'auraient pas reçu de passeport. Nous irons au Mali pour parler du dépouillement des bulletins après le vote et de l'attente des premiers résultats par les citoyens. C'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Nous débutons par cette information en bref. Crise sociale, négociations entre le gouvernement, le syndicat et le patronat viennent d'être reportées à une date ultérieure. Et pour cause, plusieurs syndicalistes seraient malades. Parmi eux figurent Abdoulaye Kamara, secrétaire général adjoint de l'USTG, Mamadou Monsaré, secrétaire général adjoint de la CNTG, ainsi que des femmes. Selon nos informations, la plupart de ces syndicalistes souffrent de l'impact des gaz lacrymogènes qu'ils ont inhalés lors de la marche empêchée par le gouvernorat de Conakry la semaine dernière. Ils entendent saisir des organismes de défense des droits de l'homme pour faire face à leur situation. 32 millions d'euros, soit 2000 milliards 721 millions de francs guinéens. C'est le montant dont a besoin le ministère des Travaux publics pour faire face au problème des ouvrages de franchissement en état de vétusté. Sur le cas de l'Insan et sur le cas de bien d'autres ponts qui ont cédé récemment, le ministre Moustapha Naïté était face à la presse hier. Il est revenu sur l'inondation de la déviation de l'Insan avant d'annoncer la fin des travaux du nouveau pont. Compte rendu, Mamadou Kalisso et Yacouba Traoré. D'entrée de jeu, Moustapha Naïté a déploré la souffrance qu'endurent les usagers bloqués sur la déviation de l'Insan, avant de rassurer que la reconstruction du nouveau pont est terminée. Mais avant sa mise en service, un cabinet d'expertise a été recruté pour s'assurer que l'ouvrage réponde aux normes internationales. Les normes de la CEDEAO exigent que les routes soient réalisées à 13 tonnes par essieu et qu'on laisse passer des camions de 11 tonnes à l'essieu. Pratiquement pour la bonne compréhension de chacun ici, ce pont, une fois fini, aura la capacité de soutenir même un camion de 60 tonnes. Selon le département des travaux publics, le réseau routier guinéen couvre 43 301 km, toutes routes confondues. Sur l'ensemble du réseau, il y a de nombreux ponts en mauvais état. Leur rénovation demande assez de fonds. Au total, il faudrait un financement global d'environ 302 millions de dollars pour remettre en état tous ces ouvrages de franchissement sur nos routes nationales. Je dis bien que sur nos routes nationales. Pour faire face à cette urgence, Moustapha Naïté compte présenter ses dossiers lors des prochains conseils des ministres. Le dossier sera également exposé lors de la session de la loi rectificative. Le partenariat public-privé sera aussi impliqué. Mais la loi rectificative nous permettra justement d'augmenter la réservation de crédit pour que nous puissions lever suffisamment de finances pour compléter et avoir des fonds levés à l'étranger pour faire face à plusieurs ouvrages de franchissement. Selon le département, les travaux de réhabilitation du pont de Kassonya avancent à grands pas. La mise en service de l'ouvrage devrait intervenir d'ici à la fin du mois d'août. Dans ce même point de presse, le ministre des Travaux publics promet la mise en place bientôt d'un système de pesage et de péage pour les gros porteurs en surcharge. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la protection des infrastructures routières. On écoute Moustapha Naïté au micro de Mamadou Kalisso. De quoi s'agit-il? Ça, c'est le pesage et péage. Le pesage, c'est d'abord les pèse-essieux qui sont installés pour voir les gros porteurs. Donc, ça concerne uniquement les gros porteurs.
Les gros porteurs qui passent, qui sont surchargés, on regarde le poids pour voir est-ce qu'ils ont respecté le poids à l'essieu. S'ils sont dans les normes, il y a une petite caution qui est payée et ils passent. Ils ont leur ticket pour dire qu'ils sont passés à ce niveau. Mais avant l'implémentation, il y aura une phase de sensibilisation pour expliquer aux transporteurs, pour expliquer aux propriétaires de camions ce qu'on est en train de mettre en place. Parce que ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que quand vous protégez mieux votre patrimoine routier, vous investissez moins dans l'entretien. C'est ça l'avantage en fait. Ce n'est pas les redevances ou la répartition, notre code-part qu'on aura dans la concession qu'on va donner dans le cadre du pesage des gros porteurs, mais c'est surtout la protection du réseau routier. Au lieu d'investir 50, 100 milliards dans l'entretien routier, peut-être qu'on va réduire de façon considérable et on n'aura pas encore à refaire les mêmes routes chaque année. C'est ça l'avantage surtout, quand on protège. Sur le cas Linsan dans Kindia, la situation de la déviation reste toujours préoccupante. Des milliers d'usagers en partance ou en provenance de Conakry sont bloqués dans cette sous-préfecture située entre les régions de Mamou et de Kindia depuis plusieurs jours. Le reportage de notre correspondant Sali Bilalisso est rendu en studio par Mariam Fodé Camara. Lisa, c'est le nom qui effraie tout citoyen en instance de voyage. Depuis plus de 3 jours, les Guinéens qui pratiquent la route nationale numéro 1 se demandent à quel sein se vouer. La déviation qui autrefois servait de passerelle en attendant la fin des travaux du pont a été engloutie par les eaux. Le calvaire est difficile à décrire. Franchement, la situation est très catastrophique. Depuis 6 heures, il y a même des corps qui m'ont trouvé ici, là. J'étais obligé de garer leurs véhicules ici, embarquer dans les gros camions pour passer. Parce que seulement les camions qui passent. Même les 6 roues ne peuvent pas passer. Vous-même constatez l'état, comment ça est. C'est très catastrophique. Après avoir difficilement franchi la déviation, ce chauffeur de taxi qui peinait à réparer sa voiture et visiblement en colère ne mâche pas ses mots. S'ils peuvent nous aider à trouver une route, c'est bon. S'ils ne peuvent pas, en tout cas, la souffrance est énorme. Regardez comment mon véhicule est endommagé. Pour le premier responsable de la section syndicale transport et mécanique générale de l'INSA, l'unique solution pour pallier à cette situation est d'achever les travaux du pont en cours. Nous ne savons pas comment résoudre ce problème-là, sauf passer par le pont. Et là, il faut que le gouvernement accélère le travail afin que le pont soit fini. Si les dispositions sanitaires urgentes ne sont pas prises, des risques de maladies ne sont pas à exclure dans cette zone où il n'existe pas de toilettes et les aliments qui se vendent n'obéissent à aucune règle d'hygiène. Et puis cette autre information en bref et en images, le comédien Mamadou Tog, victime d'un accident de la circulation, c'était ce mardi à la rentrée de Mamou. Comme vous le voyez en image, l'humoriste guinéen a eu le dos touché par des éclats de vitres. D'autres parties de son corps auraient également subi des chocs. Nous n'avons pas plus d'informations sur la cause réelle de l'accident, mais il faut retenir qu'il a eu plus de peur que de mal. Mamadou Tog est hors de danger. Il est hospitalisé à l'hôpital régional de Mamou. Selon toujours nos informations, il se rendait à l'abbé pour assister aux obsèques de sa grand-mère décédée récemment. Nous y reviendrons. Dans le but de renforcer les capacités des agents de santé dans la riposte contre les maladies épidémiologiques en Guinée, notamment le choléra, l'Agence nationale de sécurité sanitaire ANS, en abrégé, et ses partenaires lancent une série d'exercices de simulation sur les alertes d'épidémie. Ces exercices vont concerner les districts de risque sanitaire à haut niveau, tels que Forécaria, Bofa, Boké, ainsi que la commune de Ratoma. C'est un exercice qui débutera au mois d'août. Le reportage de Fatou Kébé est rendu en studio par Mohamed Valek Touré. Le passage de l'épidémie à virus Ebola en Guinée a permis aux autorités sanitaires d'identifier certaines défaillances du système de santé du pays. Elles augmentent donc les capacités d'alerte pour d'éventuelles épidémies, notamment le cas précis du choléra. C'est dans cette perspective que l'Agence nationale de sécurité sanitaire organise des exercices de simulation dans des zones vulnérables. Parmi toutes nos épidémies en Guinée,
Le choléra vient en deuxième position en termes de fréquence. Et sur les 16 épidémies que nous avons, les préfectures ciblées ont été à la base au moins de plus de 60% de ces épidémies passées. D'où la nécessité de commencer à faire des simulations. L'ambassadeur du Japon en Guinée est conscient du danger des épidémies à travers le monde. C'est pourquoi il salue cette initiative de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire sur la préparation contre les urgences de santé publique. À travers lui, son pays accepte de financer ce projet. S'agissant de la surveillance épidémiologique, le gouvernement du Japon a accepté la requête de la Guinée via le PNUD de financer des projets d'appui opérationnel à l'ANSS pour un montant de 741 000 $ américains, soit 6 600 millions de francs guinéens. Les partenaires, quant à eux, réitèrent leur engagement à accompagner le pays dans le renforcement des moyens d'alerte de l'épidémie du choléra. En étant donc pleinement conscient des besoins essentiels de personnes, que le système des Nations Unies s'est engagé à appuyer les États membres dans leurs efforts nationaux indispensables à la mise en place des stratégies appropriées. À l'issue de ces travaux de simulation, la Guinée sera dotée d'un système de santé plus apte à répondre aux futurs risques épidémiologiques. Maîtriser les contours de la loi 019 sur le fonctionnement des associations et les organisations non gouvernementales, c'est l'objectif de la rencontre entre le ministre de l'administration du territoire et les responsables des ONG. Par ailleurs, le ministre s'est accentué sur le caractère apolitique et le but non lucratif que revêtent ces associations dans notre pays. Al-Seni Bari, Mohamed Al-Hussein Kamara signe ce compte-rendu. Elles sont des dizaines d'associations et d'organisations non gouvernementales à participer à cette rencontre. Au centre des préoccupations, la loi 019 qui régit leur fonctionnement, les agréments, le caractère apolitique et à but non lucratif des ONG, tout est passé au peigne fin. Tout détenteur d'un agrément a comme premier article de son agrément, nous sommes apolitiques. Que cela soit compris de tous et de toutes ceux qui sont membres des mouvements associatifs et des ONG. Si vous n'avez pas d'agrément, vous ne pouvez pas être sur le terrain. Franchement, je suis en demeure d'interpeller devant la loi celui qui s'agite ou qui évolue sur le terrain au nom d'une association, d'une ONG qui n'est pas agréée. Une première du genre, mais pleine de renseignements. Un aspect que le ministre n'a point occulté de signaler, les manifestations dont certains font sous la bannière d'associations ou d'ONG non agréées. Cependant, ces activistes n'ont pas manqué de rappeler leur rôle dans l'émergence de la société. Que les lois sont claires. On peut être activiste de la société civile, interpeller le gouvernement et bien agir. Donc nous, en tant que société civile, nous, en tant qu'ONG, on est là, on va appuyer les efforts du gouvernement dans le cadre du développement. Mais quand le gouvernement aussi est en dérive entre griffes, eh bien, on va aussi rappeler le gouvernement à l'ordre. C'est ça aussi l'activisme dans la société civile. Le ministre invite ces activistes à se réunir en plateforme afin de pouvoir bénéficier de l'appui dans la réalisation de leurs projets de développement. Un mot de religion dans ce journal. Les pèlerins guinéens dans l'angoisse avant leur départ pour la Mecque. Ils sont confrontés à d'énormes difficultés. Cela à cause d'un certain nombre de dysfonctionnements constatés dans l'organisation du Hajj de cette année. Djibril Ba et Tierno Sadouba se sont rendus à la mosquée Faisal pour mieux comprendre ce qui ne va pas. Suivez. Le système administratif de la Ligue islamique guinéenne est loin de se débarrasser de ses oripeaux. Chaque année, c'est pareil. Dans ce centre islamique où quelques pèlerins sont dans l'attente avec un air désappointé, ne savent à quel convoi ils appartiennent, dans quel vol ils iront. À cela s'ajoutent quelques irrégularités que les pèlerins eux-mêmes peuvent décrire. Jusqu'ici, on n'arrive pas à comprendre. On ne fait que souffrir. De grâce que l'État voie ça là en face pour que vraiment nous puissions partir. Sans quoi, chaque année, c'est comme ça en Guinée. Le pèlerinage étant l'un des 5 piliers de l'islam, les pèlerins guinéens, pour son accomplissement, commencent ici
la lourde épreuve avant d'être au lieu saint de l'islam, la Mecque. Cet autre décrit à sa manière ce qu'il vit ces derniers jours dans ce centre d'accueil. Il faut voir la salle là, c'est ici on dort sur le terrain. On dort ici sur le terrain avec de musique. Ah, on est fatigué, il n'y a pas l'eau, bon, voilà le douche. Voilà le douche. Il n'y a rien là-bas, il n'y a pas l'eau, il n'y a rien. Le consul de l'Arabie Saoudite, devant être là pour alléger toutes les procédures, est absent. Ce qui explique une longue espérance des candidats pour être en possession de leur passeport. D'autres, malgré tout, sont heureux. Je sens l'aise, je suis bien, on est bien. On n'a pas encore rencontré de difficultés. Le calvaire pour les pèlerins au compte du secrétariat général des affaires religieuses est aussi ce business des fonctionnaires qui travaillent pour le même service, qui mine tout le processus pour le Hajj. Chacun est allé créer une agence privée à son nom. Cela dans l'indifférence totale au plus haut niveau de l'État. Cette dame assiste les organisateurs du pèlerinage depuis de nombreuses années. Elle tente de relativiser. Il y a une délégation qui a été dépêchée pour la réception des pèlerins en Arabie Saoudite. Tout est en ordre et tout est prévu par le ministre. Il n'y a aucun problème. Seulement, nous souhaitons que le consul saoudien fournisse rapidement les visas. Le 13 août, date limite où tous les pèlerins seront convoyés, mais à cette allure, rien ne rassure. Et le rêve de faire le Hajj pour plusieurs pèlerins risque d'être compromis. Culture à présent, il est l'un des lauréats du 32e Festival international de la Nuit d'Afrique tenu récemment à Montréal. C'était du 10 au 22 juillet 2018. Sekouba Bombino, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a bercé le public mélomane canadien venu massivement le soutenir. Reportage Fatouata Binta Diallo, rendu par Mohamed Damaro Kamara. Bambino sur scène, nous sommes au 32e Festival international Nuit Afrique à Montréal. Des pas de danse, des chants en chœur à l'honneur de l'icône de la musique mandingue. L'artiste se sent chez lui. Lauréat de ce festival, il ne cache pas sa joie. Je remercie ma Guinée, je remercie la ville de Montréal. Je remercie mes amis de Nuit d'Afrique. Je suis très heureux et cet honneur, je le dédie à toute l'Afrique. À travers ce morceau, Bambou, ces fans venus des 4 coins du monde vibrent, exultent au rythme de la voix d'or du griot. Ce festival a duré 12 jours. Sur le continent, au Mali, le pôle d'observation citoyenne du Mali a animé un point de presse ce lundi pour présenter sa déclaration préliminaire. Cette structure, qui rassemble plusieurs organisations de la société civile malienne, a déployé plus de 2000 observateurs pour la supervision de cette élection. Compte rendu avec nos envoyés spéciaux au Mali, Idrissa Bari, Moussa Moïse Silla, Fasne Steve Kamara et Idrissa Kaba. Le pôle d'observation citoyenne du Mali a été mis en place par l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance. Il est composé d'organisations de la société civile malienne pour veiller au bon déroulement du scrutin. C'est dans ce cadre que le POSIM a déployé 2080 observateurs sur tous les territoires maliens pour le premier tour de la présidentielle du 29 juillet. Au cours de ce point de presse, le POSIM est revenu sur le constat de ces déployés durant la journée électorale. Bon, nous, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais dit que l'élection s'est déroulée dans bonnes conditions. On a toujours dit que les élections se sont déroulées avec des incidents majeurs et puis beaucoup de dysfonctionnements. C'est ce qu'on a dit. Donc on n'a pas tiré la conclusion par rapport aux des bonnes élections parce que déjà il y avait des défis importants, c'est des défis sécuritaires, notamment quand vous prenez le centre nord du Mali, le défi sécuritaire est toujours là. Dans cette même déclaration, le POSIM a constaté la faible affluence des électeurs dans les bureaux de vote. Le POSIM estime que le taux de participation est d'environ 37%.
Les raisons évoquées sont relatives à des problèmes sécuritaires, précise le président de cet observatoire. Avec les 2100 observateurs qui ont couvert à peu près 10% de l'ensemble des bureaux de vote qui existent en République du Mali, nous, le taux de participation qu'on a pu dégager, c'est aux alentours de 37%. Les djihadistes sont menacés avant la tenue des scrutins de dire que ceux qui vont voter, ils vont les tuer. Donc il y a eu cette menace qui a pu ralentir le taux de participation. Le pôle d'observation citoyenne du Mali a dans ses recommandations invité le gouvernement à l'amélioration du cadre organisationnel dans l'éventualité d'un second tour et la poursuite du dialogue politique inclusif. À la Cour constitutionnelle de diligenter et de motiver l'arrêt consacrant les résultats de cette élection. Le POSIM demande aussi aux différents candidats de faire recours aux voies légales pour tout règlement du contentieux électoral. Le président du POSIM recommande enfin aux citoyens à l'acceptation des résultats et à la culture de la paix et la non-violence. Autre élection au Zimbabwe où le décompte des voix est en cours pour les premières élections générales depuis la chute du président Robert Mugabe. Après 37 ans de pouvoir, des scrutins historiques organisés dans un climat de suspicion de fraude. Selon le chef de la commission électorale du Zimbabwe, l'atmosphère était pacifique dans tout le pays. Image. C'est avec cri de joie que l'ex-homme fort du pays a été accueilli à son bureau de vote. Robert Mugabe, âgé de 94 ans et qui ne se représente pas à la présidentielle, a glissé ses bulletins dans les urnes, tout comme son épouse Grace. À sa sortie du bureau de vote, une école primaire du quartier d'Aifil, le couple a été encore acclamé par des admirateurs, mais s'est refusé à toute déclaration. Avec 23 candidats pour un siège présidentiel et 75 partis pour 250 postes de députés à pourvoir, le scrutin est de taille. Selon le Figaro, Emerson Mnangagwa, candidat officiel du parti au pouvoir, Jean Puf, était donné favori en début de campagne. Mais il a perdu beaucoup de terrain sur son rival Nelson Chamisa du parti d'opposition Mouvement démocratique pour le changement, MDC. Ailleurs dans le monde, en France, pressé par l'opposition de répondre sur l'affaire Benalla, Édouard Philippe affirme devant les députés que les 2 motions de censure du gouvernement débattues à l'Assemblée nationale trahissent une volonté d'atteindre Emmanuel Macron. Suivez. Vous qui prétendez vous combattre, vous voilà désormais prêt à voter un texte analogue au nom de 2 espoirs communs. Votre premier espoir, je l'ai dit, c'est d'atteindre le chef de l'État à travers les comportements imputés à son collaborateur. Et en filigrane, d'engager la responsabilité, non pas du gouvernement, mais du président de la République lui-même devant le Parlement. Une poignée de Thaïlandais bravent les eaux de la Chao Phraya, le fleuve de Bangkok, à la recherche d'antiquités. Pas de matériel de plongée dernier cri, un casque de scaphandre artisanal qui pèse 20 kg permet à Bomi de respirer par un simple tube de caoutchouc relié à un réservoir d'air à bord du bateau. Les pêcheurs les plus expérimentés peuvent descendre jusqu'à 30 mètres de profondeur. Reportage. Sur la Chao Phraya, on l'appelle le professeur. 20 kg de métal relié par un tube à une bouteille d'oxygène. Une prière devant ce scaphandrier de fortune et Booming Samang s'enfonce jusqu'à 30 mètres de profondeur. Difficile de voir quelque chose dans ce fleuve qui traverse Bangkok. Mais pour Booming et ses 30 ans d'expérience, la pêche a été bonne. Il y a des pièces de monnaie pour les achats de tous les jours. À l'époque, on vivait sur des barques et il y avait des marchés flottants. Les habitants laissaient tomber leurs bijoux et leur argent dans la rivière. Quelques pièces de cuivre qui seront revendues 15 $, 2 fois le salaire minimum journalier en Thaïlande. Un commerce techniquement interdit, mais ce qui inquiète ces plongeurs, c'est plutôt un programme de développement immobilier. Les autorités ont ordonné l'expulsion de familles vivant dans ces maisons sur pilotis. S'ils nous déplacent dans le centre de la ville, 90% d'entre nous allons perdre notre travail, car il sera très difficile d'avoir accès à la rivière. Malgré les difficultés, la jeune génération continue de se rêver en Indiana Jones des fonds marins. C'est comme une aventure, c'est marrant. On pourrait continuer indéfiniment. On ne sait pas ce qu'on va trouver, ce qu'on aura aujourd'hui ou où on sera. Parmi ces trésors enfouis,
Un bijou ou une pièce rare peut parfois atteindre les 300 $ sur les marchés d'antiquités. Et voilà, ainsi s'achève ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction et celle technique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir.